Donc je me suis fait kicker comme une sale race. C'est ce qu'on disait justement, que tu t'étais fait jeter. Ouais, je sais pas pourquoi Skype m'a J'ai pensé déconnecté, te cette espèce de remplacer, connard. mais tu es déjà revenu. Non, mais j'ai lancé l'enregistrement, il m'a déconnecté ce bâtard. Donc voilà. Tu veux que C'est j'essaie toujours moi? sympathique. Non, c'est bon, là, Ah, c'est c'est parti lancé, là. ça marche. Ouais, ça marche. Je vous Donc, c'est un con, c'est tout. Bref, Cette haine. je n'aime pas Skype. C'est toi qui veux être ici, hein. C'était ton show personnel. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, ça lag moins que sur le truc de Yannick. Là, la dernière fois, on a fait Ouais. Wolverine et X-Men sur son truc à Yannick, et putain, ça laguait, mais de ouf. Et au montage, j'en ai chié, c'était horrible. Voilà. Mais je comprends. Tout ça. Je comprends. Bref, bah écoutez, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. Tac. Je fais juste un petit décompte de 5 et puis après on y go. Yes, sir. Tac. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salut, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, l'émission qui revient sur le meilleur des comics ou pas. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant du format et de l'émission, en tous les cas je l'espère. Ça va bientôt faire 1 an que cette émission a commencé, donc déjà juste un gros remerciement pour vous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutez régulièrement ou non. C'est grâce à vous que l'émission permet de continuer. Donc c'est très très cool. Merci pour vos commentaires, pour vos écoutes, pour vos likes. Et ce soir, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Indispensable pour parler de la série Green Lantern, Green Arrow, scénarisée par Dennis O'Neil et dessinée par Neil Adams, qui a été publiée dans les années 70. Pour m'accompagner ce soir, j'ai à mes côtés une des cautions belgiques du collectif. J'ai nommé Spicy Cactus. Bonjour à tous. Très content d'être là. Comment tu vas, Spicy? Eh ben, ça va très très bien. J'espère que toi Ça aussi. va, la Belgique se déconfine? La Belgique se déconfine enfin. Nous sommes. La vie est belle. La vie est belle, disons-le. L'alcool te tend les bras? L'alcool me tord les bras, tout à fait. La bière, bien entendu. La bière, évidemment. Nous sommes des gens sérieux, tout à fait. Des gens civilisés. Évidemment. Et de l'autre côté, pour la première fois dans l'émission Indispensable, vous le connaissez, c'est celui qui, dès qu'il participe à un concours, vous savez que c'est mort pour vous. Il est très présent sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou Twitter. C'est ce cher Kit. Comment tu vas, Kit? Impeccable, merci à vous les gars. Très content d'être là pour notre première des Indispensables, ça fait plaisir, surtout pour ce titre. C'est ce que j'allais dire, surtout pour un titre de cette envergure et que tu adores, je le sais. Tout à fait, ouais. Eh ben, écoute, bienvenue à toi. Merci. On va tâcher avec Spicy que tu passes un bon moment. Très bien, c'est sympa les gars. Eh ben écoute, on va te laisser tout de suite la parole puisque c'est toi qui vas nous présenter donc le duo d'artistes à l'œuvre sur Green Lantern, Green Arrow, donc Dennis O'Neil et Neil Adams. Donc on va commencer par son auteur, Dennis O'Neil, qui nous a malheureusement quitté il y a bientôt 1 an, le 11 juin 2020, à l'âge de 81 ans. Dennis O'Neil, il est né dans le Missouri en 1939, le 3 mai, donc il y a 82 ans maintenant. Il a servi dans l'US Navy pendant la crise des missiles de Cuba au début des années 60. À l'issue de son service sur l'US Navy, il a bossé pour un journal local chez lui dans le Missouri. Et c'est là qu'il est repéré par un certain Roy Thomas, qui bosse déjà dans les comics, et puis qui fait tout son possible pour embaucher Dennis O'Neil avec lui chez Marvel, pardon. Et c'est là qu'il commence à faire des textes pour les FF, Fantastic Four, Strange Tales, Doctor Strange. Et il est ensuite débauché pour aller chez DC Comics. Et il bosse pas mal sur un personnage en fait où il a déjà travaillé par le biais d'un pseudo. Il avait déjà bossé sur The Question, qui était à l'époque chez Charlton Comics, avant que le personnage et d'autres personnages de Charlton Comics soient rachetés par DC Comics. Donc voilà, il commence à faire ses armes
chez les Big Two, et c'est vraiment chez DC qui prend de l'ampleur. Il bosse sur du Wonder Woman, où il lance le titre sur le fait que Diana n'ait plus de pouvoir. C'est une série où c'est plus centré sur le côté humain de Diana, et ça cartonne pas trop parce que le public de Wonder Woman est très attaché au personnage avec ses pouvoirs, tout ça. Donc ensuite il fait pas mal de thèmes sociaux sur la JLA, sur le Justice League. Donc il commence déjà à faire des thèmes sociaux et politiques dans ce cadre-là, et c'est à l'issue de ça qui planche sur le duo Green Lantern Green Arrow, où là c'est très axé social et politique. Et donc il signe ça aux côtés de Neil Adams. Par la suite, après le titre, donc, on va en parler plus tard, ne fonctionnera pas forcément sur la longueur. Donc à l'issue, il va bosser à fond sur du Batman Detective Comics, toujours avec Neil Adams. Il va rapporter avec Neil Adams un côté qui avait disparu du personnage, le côté noir, un côté un peu plus lugubre du personnage, et tous les deux vont rapporter ça au personnage avec Neil Adams. Ils vont même tous les deux créer deux vilains dans ce cadre-là, donc le cycle qu'ils vont créer avec Ra's al Ghul, et ils vont aussi créer le professeur Langstrom alias Man-Bat. Donc voilà, ils ont bossé quand même beaucoup ensemble tous les deux. Hein. Et puis donc de ce staff-là, on va dire que Dennis O'Neil il est vachement connu, réputé. Il a été récompensé par beaucoup de prix internationaux du monde des comics, dont il est des Shazam. En 2014, il a le prix de la renommée du Eisner Award, et puis il a eu des prix espagnols aussi sur la bande dessinée. Donc voilà, c'était de son vivant encore l'année dernière, une légende vivante, voilà, qui nous a malheureusement quittés. Par la suite, il enseignera l'écriture dans une école de comics des arts visuels à New York à partir de la fin des années 90. Puis il deviendra ensuite chroniqueur pour Comics Mix, un magazine en 2008, à partir de 2008. Voilà. Et puis après, il est toujours présent dans les conventions. On le voit beaucoup sur les documentaires, sur les comics, dans les bonus d'adaptation de films de comics. On le voit beaucoup, énormément dans des bonus. Voilà. Et puis malheureusement, il nous a quittés l'année dernière. Voilà. Alors son compère Neil Adams, lui, donc du bois, de la peau de singe, il est toujours parmi nous. Hein, et donc lui, il est né en 1941, pardon, il est un peu plus jeune, il est né à New York. Il étudie très jeune les arts industriels, et il finit par être licencié d'une école d'art industriel dès 1959, où il a que 18 ans. Il bosse sur son premier strip dès 1959. C'est un strip qui suit un personnage très connu du monde du Far West à l'époque, du 19e siècle. Donc il fait un petit comic strip sur ce personnage-là, qui est Batmaster Masterson. Alors lui, comme Dennis O'Neil, il roule sa bosse chez les Big Two, hein, autant chez Marvel que chez DC. Donc il a bossé donc sur du Deadman, donc sur Green Lantern Green Arrow, Batman à foison avec son compère Dennis O'Neil. Chez Marvel, il bosse sur du X-Men, du Thor, du Inhumain, du Avengers. Il est même passé par de l'indé. Hein. Donc il a fait un gros boulot donc de mise en scène sur Batman, pour donner, donc comme je disais, revenir à un côté sombre du personnage qui a été un peu trop on va dire ridiculisé dans les années 60 par le biais de la série Batman 66, hein, qui était ultra kitsch. Donc ils reviennent aux bases du personnage. Lui aussi, il est multiprimé, hein, des Eisner, des Shazam, des prix espagnols, voire même en Suède. Il a des nombreux prix internationaux. Il figure au Will Eisner Award Hall of Fame et au Jack Kirby Hall of Fame depuis 98 et 99. Hein, donc c'est une grande star des comics, hein, qui est toujours
de ce monde et qui figure toujours sur les réseaux sociaux. On peut toujours suivre son travail, ses commissions. Il fait des fois souvent des petits lives sur Instagram. Voilà, c'est vraiment un très grand dessinateur. Il a servi de mentor à beaucoup d'artistes comme Bill Sienkiewicz qui s'est inspiré beaucoup de son travail. J'ai lu dernièrement un comic Superman dessiné par Bill Sienkiewicz. C'est vrai qu'on retrouve pas mal de traits de Neil Adams parfois, pas tout le temps, mais dans certains travaux de Bill Sienkiewicz. Voilà ce que je peux dire sur ce duo de légendes. Bah écoute, merci Kit pour cette présentation forte, complète. J'ajouterais juste pour Neil Adams qu'on le retrouve aussi en scénariste maintenant. Il est notamment en train de bosser sur une série sur Ra's al Ghul aux US, donc ce sera peut-être publié en France à surveiller dans les parutions. Donc voilà, il complète un peu son activité de dessinateur. Écoute, Spicy Cactus, je vais te laisser nous présenter le scénario un peu de ce Green Lantern Green Arrow, puis après je ferai une petite mise en contexte. Faisons ça. Donc l'histoire s'ouvre avec Green Lantern qui vole et qui assiste à une scène où il voit une bande de jeunes qui attaquent un homme d'un âge assez certain. Donc évidemment, il veut intervenir pour protéger cet homme. Et au moment où il veut se battre, ou en tout cas repousser les jeunes, Green Arrow débarque pour s'opposer à Green Lantern, chose qui étonne évidemment Green Lantern, et Green Arrow commence à lui expliquer que cet homme est en fait le propriétaire du bâtiment où ces jeunes habitent, et qu'il profite évidemment de son pouvoir pour laisser ces gens vivre dans la misère la plus totale, et donc cet homme est une ordure, et à ce moment-là, ce qui va commencer à arriver chez Green Lantern, c'est qu'il va commencer à réfléchir à la société, est-ce que les personnes violentes sont nécessairement les coupables, qui est vraiment le problématique dans la société. Et donc les deux hommes vont commencer un city trip aux États-Unis où ils vont devoir faire face à différentes réalités sociales, donc comme le racisme, la drogue ou la consommation. Donc c'est un comics donc de 70-71 extrêmement engagé et qui va nous raconter comment ce que deux super-héros vont faire face à la société américaine des années 70. 70, pour nos amis. Oui, pardon, excusez-moi. J'oublie tout le temps. C'est pas grave, t'inquiète pas, on fait la traduction. Oui, tout à fait. Je n'arriverai jamais à m'y faire. Non, mais c'est normal, t'inquiète pas. Mais en même temps, je trouve ça plus logique que vous disiez 70 que nous 70. Donc, on en a souvent parlé. Écoute, merci pour le résumé. C'est en effet l'entame de la série. C'est finalement une série qui va donc durer 14 numéros, qui aura une fin en forme de backup dans la série The Flash. Pour remettre un peu en contexte la série, parce que c'est quand même un peu particulier, c'est en fait, on pourrait dire un arc qui dure pendant donc 14 numéros de la série Green Lantern en fait, auquel donc on va adjoindre dans le titre Green Arrow, mais ce n'est pas une série spécifique Green Lantern Green Arrow comme on pourrait le croire de prime abord. C'est vraiment pour relancer un peu les ventes de Green Lantern et pour remettre sur le devant de la scène surtout le personnage de Green Arrow, qui est vraiment, comme toujours, un personnage très secondaire de l'univers DC Comics, qui est très peu mis en avant, que Dennis O'Neil et Neil Adams, quelques temps auparavant, ont commencé à remettre dans cette dynamique de guerrier social, enfin de justicier social, très concerné par les questions politiques que l'on pourrait qualifier comme étant de gauche. Donc voilà, Dennis O'Neil a déjà relancé le personnage de Green Arrow, et pour rebooster un peu les ventes de Green Lantern, l'éditeur de l'époque de DC Comics a l'idée de joindre les deux, parce que ce serait intéressant d'avoir cette vision, cette confrontation entre Green Lantern, qui est vraiment le flic de l'espace, donc le mec qui croit dur comme fer dans la loi, dans le système, ce que montre parfaitement la première scène du comics d'ailleurs. Tout à fait. Et donc on va lui adjoindre le personnage de Green Arrow, qui lui est vraiment le Robin des Bois, branché sur les petites gens, on pourrait dire, en tous les cas sur les classes les plus basses de la société. Et donc avoir cette confrontation là et transformer ça en un road trip qui va les voir donc se confronter à plusieurs réalités. Malheureusement la série donc ne dure que 14 numéros, on sent qu'ils en avaient encore sous le coude, on sent que la fin est très elle est précipitée, ça se sent, tu sens qu'ils avaient encore plein de trucs à vouloir traiter, notamment avec les Green Lantern et les gardiens, ça se sent vraiment à de nombreux instants. Mais voilà, la série est un échec financier complet, donc qui va même précipiter dans le gouffre la série Green Lantern de manière globale.
qui va être après relancé, renommé. Enfin voilà, c'est les différentes vies et les différentes incarnations des Green Lantern qui vont se succéder à partir de là. Green Arrow, c'est pareil. Il va y avoir une tentative de relancer Green Lantern Green Arrow quelques années plus tard. Denis O'Neill va travailler avec Mike Grell, qu'on connaît désormais pour The Longbow Hunters, et tout un grand run qu'il a fait sur Green Arrow. On en reparlera peut-être un jour si c'est publié en France, le run. Donc voilà, la série a vraiment une histoire complexe, particulière, et malgré tout, elle arrive à avoir un statut culte encore aujourd'hui. La preuve, on en parle ce soir. C'est vraiment une série qui est très importante. Et donc on va maintenant présenter un peu comment on a découvert la série puis notre avis dessus. Je vais te laisser, Kit, un peu nous expliquer comment tu as découvert la série puis ce que tu en penses, même si j'ai déjà spoilé ça. Alors moi du coup c'était plus jeune, j'étais tombé sur des vieilles publications à Reddit en noir et blanc. Où j'ai pas forcément conservé, je sais même plus si c'était à moi ou de la famille ou pas, mais j'étais tombé sur des récits d'Arédit où qui certains sont repris donc dans l'album d'Urban, hein. Et j'en avais retrouvé après dans des brocantes ou dans des caches, des trucs comme ça, dans des caches converteurs, des trucs comme ça. Et puis je l'ai vraiment lu pleinement en entier du coup avec l'édition d'Urban qui est sortie déjà il y a 7 ans, hein, ouais c'était ça, c'est 6 ou 7 ans. Mais du coup je l'ai pleinement plus apprécié et découvert vraiment pleinement il y a 6-7 ans avec l'édition Urban, parce que le peu que j'en avais lu, j'étais gamin ou adolescent, j'avais pas tout le contexte de l'époque, c'était des cours d'histoire, donc voilà. Mais c'est vraiment pleinement, là je l'ai découvert, on va dire, entièrement il y a 6-7 ans. Après, les personnages, je les connaissais déjà. Mais c'est vrai que j'avais jamais eu le questionnement de savoir pourquoi est-ce qu'ils étaient si proches dans des comics récents ou même dans des séries animées, ou pourquoi Hal Jordan et Oliver Queen sont très proches depuis, même dans des comics on va dire, contemporains d'il y a des années 2000. On a tout ça dans ce travail de Denis O'Neill et Neil Adams. Voilà, la proximité qu'ils ont tous les deux, ça commence vraiment pleinement dans ce travail-là. Et du coup, c'est une série que tu considères aujourd'hui comme vraiment importante. En tout cas, c'est une série que tu aimes beaucoup. On avait fait la review tous les deux, je me souviens, sur le pavé. Ouais, j'ai regardé du coup, on l'avait faite il y a déjà, j'ai regardé justement pour bosser le podcast, on l'a faite il y a 4 ans déjà la review. Ah ouais, c'est une des premières reviews que j'ai fait pour le site. Donc. Voilà, donc on l'avait faite il y a 4 ans, donc le bouquin était sorti un peu plus tôt, je te dis il y a 6-7 ans ça a dû sortir. Et moi je sais que quand Urban a commencé à se développer, à sortir des pavés, hein, des gros pavés comme ça, collection DC Archives, ça je dis putain c'est génial parce que c'est pas le genre de choses que tu verras souvent, donc moi je l'ai pris tout de suite et j'ai adoré. Et puis pour moi je trouve que Neil Adams, la colorisation on peut trouver qu'elle est peut-être certainement passée, ça c'est sûr, mais dans le dessin lui-même je trouve que Neil Adams il a toujours une certaine modernité. Je trouve que ça vieillit pas trop, ça doit avoir 5 décennies, je trouve que ça se lit avec plaisir. Je trouve que ça passe peut-être plus crème que certains comics des années 80. Et toi, du coup, Spicy alors je serais incapable de dire comment j'ai découvert ça, si ce n'est que déjà c'est des personnages que j'aime beaucoup. Moi le comics qui m'a fait aimer les comics c'est Blackest Night, donc de base Green Lantern j'adore, et j'aime beaucoup l'histoire du DC Comics et l'histoire du Medium, donc évidemment dès qu'on fait quelques recherches on tombe très très vite sur ce comics qui est, comme on disait au début, vraiment culte. Donc je l'ai acheté parce qu'il est disponible chez Urban, l'édition est vraiment belle en plus, donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Et donc je l'ai lu sans trop savoir à quoi je m'attendais. Je savais évidemment que c'était un récit très engagé politiquement, ce qui en somme me dérange pas, donc j'étais curieux de voir comment c'était maintenant, dans les années 2015 ou 2007 quand je l'ai lu. Et vraiment ce qui m'a choqué, je pense vraiment que le mot est mérité, c'est l'aspect vraiment moderne du récit. Donc les problématiques sociales qui sont soulevées sont vraiment des problématiques encore tristement d'actualité. C'est même assez triste de se dire vraiment que 50 ans plus tard c'est les mêmes problèmes qui gangrènent nos sociétés.
C'est très moderne également de la narration. Dans les dessins, on en a parlé. Comme disait Kit, alors moi j'adore énormément les titans de Perez et Wolfman, et je trouve que les titans de Perez et Wolfman sont beaucoup plus pesants, beaucoup plus vieillis que celui-ci qui date pourtant de 10 ans plus tôt plutôt. Et c'est vraiment, vraiment bien. Alors évidemment, il y a 2-3 choses qui sont un peu dommages. On a parlé de la fin, le récit s'arrête un peu abruptement, donc là on disait évidemment ça aurait voulu aller plus loin. Bon, malheureusement c'est comme ça. C'est pas le comics non plus le plus subtil qui soit, donc évidemment le message peut être un peu vu comme réalisateur une fois de temps en temps. Néanmoins, je trouve vraiment que la justesse du propos et ce dont ça parle, et le fait que ça soit toujours encore d'actualité maintenant, fait que je trouve vraiment qu'on peut pardonner vraiment ce genre de petits défauts. Surtout qu'évidemment, on parle d'un comic qui a plus de 50 ans. Franchement, si ce n'est que ça les problèmes des vieux comics, franchement, ça serait parfait, quoi. Donc vraiment, c'est un truc que je trouve absolument génial et dont je suis très content de parler ici. Voilà. Ouais, bah je vais pas faire le pisse froid contrairement à d'habitude. C'est plutôt clair et net que moi il fait partie de mon top 5 carrément. Ever. Ah oui, clairement oui, c'est Okay. un de mes comics préférés, je l'adore parce qu'il a cette teneur politique qui est très importante, parce que c'est une pierre angulaire dans l'histoire des comics à mon avis, parce que c'est deux personnages que j'aime beaucoup aussi. Enfin voilà, Green Lantern, Green Arrow, j'adore le cosmique, les étoiles, les planètes, tout ce qui est science-fiction, c'est un truc qui me fait kiffer depuis que je suis petit. Le côté Archer, Robin des Bois, j'ai toujours bien aimé. Et Green Arrow, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il arrive souvent à bien mettre en avant les thématiques sociales quand il est bien utilisé en tous les cas. Et voilà, donc après pour la découverte, du coup, bah moi je l'ai découvert en fait avec le pavé de chez Urban à 35 balles avec ma copine. C'est vrai qu'on aime beaucoup ces deux personnages, donc c'est vrai que quand il est sorti, on s'est rapidement précipité dessus. Je crois qu'on s'est même battu pour savoir qui c'est qui allait l'acheter. Vous voyez, on en est dans mon couple. Donc voilà, c'est vraiment deux personnages qu'on adore, et puis c'est un récit finalement dont on entendait parler depuis maintenant quelques temps en fait. On le voyait souvent repris dans les documentaires, notamment pour deux de ces épisodes qui sont souvent cités. Enfin, c'est les épisodes sur la drogue. Ils sont vraiment très souvent cités comme épisodes comme étant monstrueux dans à la fois dans leur construction narrative et puis aussi dans leurs propos, parce que c'est très rare à l'époque. Ultra culte. La couverture est fabuleuse. Enfin, c'est un des premiers comics qui ose dire merde au Comics Code Authority à cette époque. Ouais, tout à fait. Donc voilà, tout à fait. Il y a quand même plein de trucs où c'est hyper intéressant. C'est d'autant plus important ce comics qu'à cette époque on a cette censure massive des comics. Donc c'est vraiment, enfin pour moi clairement c'est un chef-d'œuvre. Enfin voilà, il y a pas à tourner autour du pot. Le but de l'émission en fait, ça va vraiment être de savoir si est-ce que encore aujourd'hui il tient le choc en fait, parce que comme tu l'as dit Kit, il a quand même un demi-siècle, 50 ans. C'est pas forcément les comics, on sait qu'ils supportent parfois très mal le poids des années. Tu parlais des New Teen Titans, j'ai beau adorer les New Teen Titans, des fois j'ai l'impression de m'avaler un parpaing en pleine tête. Non, mais c'est tout à fait d'accord. Voilà, il y a des pavés de texte juste pas possible. Et donc voilà, ça va vraiment être l'objectif ce soir, de voir à quel point ce récit tient le choc en fait des années. Et c'est d'autant plus incroyable. Bien écoutez, merci pour ces avis. On va du coup maintenant passer vraiment au cœur du sujet avec la partie spoil. Spoilers. Alors, voilà, spoilers. Alors il y a peut-être pas forcément beaucoup de choses à spoiler dans Green Lantern, Green Arrow, je pense. Il y a de prescription peut-être aussi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a prescription. Autant laisser les gens découvrir quand même. Voilà, autant laisser les gens découvrir. Comme d'habitude, je préfère faire le disclaimer. Voilà, on va aller vraiment, on va parler de points de détail du scénario. Donc, si vous ne l'avez pas lu, que vous préférez vous garder la surprise, barrez-vous, comme d'habitude. Sinon, vous pouvez bien évidemment rester, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses à spoiler. On va vraiment s'intéresser à savoir si la série passe le test, le choc des années. Et donc, on va commencer avec ça. Vous l'avez déjà abordé tous les deux. C'est finalement, et pour moi c'est le plus gros crash test de la série, c'est la modernité à la fois de sa narration et de ses dessins. Tu disais Kit que la colo avait peut-être vieilli, je pense, à mon avis c'est le seul aspect qui a vieilli dans le récit. C'est souvent le cas avec les vieux comics, je trouve. La colo, c'est ce qui trahit le plus souvent l'époque, mais clairement, enfin les dessins sont fabuleux. Enfin, Neil Adams, encore maintenant, c'est génial, quoi.
Ouais. Bah ouais, c'est dynamique, c'est précis, c'est fin. C'est vraiment dynamique. C'est aussi, là, on en parlait aussi des Teen Titans. Là aussi, parfois, il y a un côté un peu trop descriptif où ils sont en train d'expliquer ce qu'ils font, lui le montrer, et ça fait pas cette erreur ici. Donc Ouais. je trouve ça assez vraiment impressionnant, vraiment de la narration. Et c'est vraiment un comics où on s'amuse, quoi, alors qu'on pourrait s'attendre avec un truc aussi pesant, parce que les problématiques sont quand même vachement fortes. On parle quand même d'addiction à la cocaïne et ce genre de trucs, à l'héroïne plutôt. Et pourtant, ça arrive quand même à garder un petit côté fun et on s'amuse en lisant, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment fort, quoi. Bah et ouais, et puis bah du coup, t'as le côté fun et puis bah c'est le côté qui fait réfléchir, quoi, Ah qui oui, tout pose à des fait, non, questions. tout à fait. Et ça montre bien qu'on sait c'est- faire un c'est- truc. Pardon, désolé, je t'ai Ah bah coupé. ouais. Non, je t'en prie. Non, Du je veux coup, dire, ouais, ça c'est ça. montre bien Ouais. qu'on sait faire un truc à la fois intelligent et Ah fun, ouais. quoi. Et c'est un truc que je trouve qu'on revoit assez rarement, vraiment, ce mélange des deux, qui fait vraiment toujours extrêmement du bien, quoi. Mhm. Non, c'est ça qu'à chaque chapitre, t'as des questionnements, donc, que ça soit sur comme on disait, sur le racisme, la drogue, t'as même un chapitre sur l'écologie, plus ou moins. Ouais. Ouais. C'est le dernier, d'ailleurs, je pense. Ouais, c'est dans Ou les derniers. l'avant-dernier, non, l'avant-dernier. Ouais, l'avant-dernier, peut-être bien, dans Ouais, les derniers. l'avant-dernier. Oui. Ouais, Donc, c'est un ouais, des derniers, ouais. ouais. Donc, c'est vrai que en fait, je sais plus, parce que là, je l'ai ressorti pour le podcast, mais je sais plus si je l'ai relu l'année dernière ou il y a 2 ans. Et c'est vrai que quand je l'ai relu, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est comme si je regardais le JT, quoi. En fait, comme si je regardais le JT par rapport aux questions raciales, l'écologie, la drogue, voilà, ça que même le sectarisme, parce que tu as même Ouais. un Ouais, chapitre ouais, sur une secte aussi, donc c'est vraiment ça que tu te dis. C'est là que je me suis dit, ouais, on arrive à 2021, donc ouais, le travail a commencé il y a 50 ans, mais c'est tristement, ouais, malheureusement, toujours d'actualité. D'ailleurs, on parlait du numéro sur l'écologie, que je trouve vraiment assez impressionnant parce que bon, dans les années 70, l'écologie n'était clairement pas la chose qui Ouais. était le plus à l'esprit des gens. Donc évidemment, le racisme, ce genre de choses, c'était déjà très présent. L'écologie, on y pensait déjà beaucoup moins. Et il faut vraiment qu'un comics des années 70, HIP 70, pardon, il pense comme ça. Je trouve ça, je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça juste fou. Il y en a très très peu des comics de cette époque-là, on va dire avant les années 2000 qu'ils traitent. Ouais. Il y a, évidemment, il y a Green Lantern, Green Arrow, il y a Swamp Thing de Alan Moore qui commence à le traiter, mais ça arrive bien plus tardivement, parce que c'est la fin des années 80. Non, début des années 80, pardon. Début 80. Oui, début 80. Et il y a Anne Nocenti aussi sur son Daredevil qui le traite fortement. Que je n'ai pas lu. C'est toi l'expert. Eh bah, tu devrais le lire. Oui, je sais bien, tu m'en as déjà parlé. Mais... Ouais. Non, c'est un très grand run, très peu connu finalement, mais vraiment excellent. Même si MC Twip ne l'a pas aimé, j'ai vu sur son Instagram qu'il l'avait lu, qu'il n'avait pas aimé. Intéressant. Voilà. C'est mon style. Mais en fait, du coup, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que au final, il a peut-être pas forcément fonctionné à l'époque. C'est qu'il était peut-être trop en avance sur son temps, justement, par rapport à tous les sujets abordés. Je pense que les sujets abordés, ouais. Je pense que les sujets abordés, oui. Et puis je pense qu'il y a la façon aussi, on se disait, tout n'est pas décrit. Enfin, la narration est quand même là aussi très moderne, j'ai envie de dire, parce que il y a finalement assez peu de bulles. Il y a quasiment aucun récitatif. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où les personnages, où on va nous décrire ce que sont en train de faire les personnages. Ouais. Parce que, Denis O'Neill, il a très vite compris, lui, que dans le medium comics, on n'a pas besoin de le dire. Enfin, on le voit, en fait. Donc, ça sert absolument à rien. C'est ça. Et c'est peut-être aussi un autre élément qui a bloqué à l'époque. Ouais, et puis, je pense aussi qu'une série Green Lantern qui se retrouve sur des questions terre à terre avec un personnage comme Green Arrow qui est pas du tout populaire, mais genre vraiment pas du tout. C'était une bonne idée pour donner un coup de fouet à la série, et clairement, de toute façon, ça a donné un truc qui est super bien. Mais je pense que oui, c'est tout un tas de raisons qui expliquent pourquoi ça a complètement planté. Enfin, le premier épisode qui s'ouvre avec donc les Green Lantern qui attaquent un riche. Déjà, je pense que là, l'establishment devait être complètement dingo. Et puis juste après, tu as cette discussion avec un Afro-Américain qui explique que Green Lantern, c'est bien, tu te bats pour des personnages mauves, des personnages oranges, mais pour les blacks, tu fais quoi, gros? Et enfin, tout de suite, ça met une claque, quoi. Mais vraiment, mais c'est dans les 5-6 premières pages, j'étais là. Ah oui. Ah oui, d'accord. Comme tu disais aussi, faut pas aussi oublier que le personnage de Green Arrow, c'était rien à l'époque, quoi. Genre maintenant, c'est comme un personnage pas secondaire entre guillemets, mais quand même vachement important. Mais là, c'était vraiment personne, quoi. Donc clairement, les gens se sont dit, c'est qui ce mec sur qui on fait une série, quoi.
Bah ouais, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, il a de la chance parce que, bon, quoi qu'on en pense, il y a eu quand même la série de la CW C'est vrai. qui a permis de C'est faire vrai. gagner en popularité le personnage. Donc, c'est quand même assez intéressant. Série qui d'ailleurs qui rendait hommage à Denis O'Neill et Neil Adams de façon complètement invraisemblable dans tous les sens, notamment avec des rues qui étaient nommées d'après eux. Ouais, tiens. Donc, Tiens. ouais, Bah, il y avait un heureusement, hein, croisement. ça montre quand même le respect qu'ils sont pour ces gens qui ont posé les briques au final. Quoi. Ah, c'est ça, il y a un croisement qui est souvent cité dans la série, le croisement O'Neill et Adams. C'est trop cool. Donc c'est en effet un des premiers points, je pense, qui permet d'expliquer pourquoi c'est une série qui tient encore bien le choc des années. Il y a aussi le fait que ça reste un espèce de buddy movie, quoi. Enfin, Ouais. on est sur vraiment une opposition frontale entre deux personnages. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Green Lantern qui est vraiment l'homme de loi, Green Arrow qui est vraiment le mec très très proche des problématiques sociales que le peuple peut connaître. Et donc c'est assez intéressant d'avoir cette division-là, et je trouve que c'est encore quelque chose de très pertinent, au-delà même des thèmes qui sont brassés. Je trouve que ça permet vraiment des discussions. Alors, c'est pas toujours très fin, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Spicy Cactus. C'est des fois, bon, c'est le format aussi des 22 pages, je pense, qui c'est ça, bah oui, c'est 22 pages d'une histoire, donc bon, il faut un peu sprinter, quoi. Donc des fois, ça t'arrive un peu dans la gueule. Hey, regardez, il y a ça, parce qu'il faut un peu se dépêcher. Bon, après, c'est pas. Je pinaille aussi, quoi. Enfin, c'est pas chiant le truc, mais voilà. Et, on est obligé de pinailler de toute façon. Oui, bah oui, c'est ça. Oui, mais pour le coup, on aime tous les trois. Et aussi, un truc que je trouve vraiment très très intelligent, auquel on pense pas vraiment, c'est parce que quand le comic s'ouvre, on a l'impression que Green Lantern c'est le mec en tort et Green Arrow c'est le mec dans le juste. Et au final, quand on avance dans l'histoire, on se rend compte que c'est deux hommes avec des défauts chacun de leur côté. Et ça, je trouve vraiment qu'il y a vraiment ce fait qu'il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui est tort. Le fait vraiment que par moments, ça alterne. Des fois, c'est Green Arrow qui a raison, des fois, c'est Green Lantern. Il y a vraiment ce ping-pong et cette justesse et cette subtilité qu'on essaie d'apporter par l'opposition des deux personnages qui est vraiment génial au final. Et puis, ça ramène un côté humain au personnage ouais, de DC. Tout à fait. Qui, contrairement à déjà à l'époque, on avait une certaine opposition. DC c'était limite des dieux, mis à part Batman qui était qui est humain. Là, on nous prend deux super-héros qui sont humains et voilà, on les plonge dans la vie quotidienne des États-Unis des années 70. D'ailleurs, c'est pas Superman et Wonder Woman, quoi. C'est vraiment deux gars qui. Ouais. L'un des deux, il est de classe moyenne, issu d'une famille de pilotes. L'autre, il est héritier, riche, mais c'est sans doute le plus ancré dans la population. Et voilà, surtout qu'à ce moment-là du récit, il a plus de thunes. Voilà, c'est ça le truc. Ouais. Donc, et c'est ça qui est intéressant avec le personnage, c'est vraiment le fait qu'il vienne de la richesse, puis après il y a le coup de l'île. Je ne sais pas si l'île était déjà là, mais c'est ce qui a après, en tout cas, existé. Vraiment cette idée du fait qu'il se rend compte des problèmes de la société et qui permet également de les montrer aux autres gens, quoi. C'est ça qui est vraiment cool. Et c'est ça qui est d'autant plus attachant, c'est que c'est deux humains qui sont. Deux humains. Voilà. C'est pas, comme je disais, c'est pas Superman ni Wonder Woman qui sont. Oui, et d'ailleurs, ils réduisent la puissance de l'anneau de Green Lantern pour rajouter un petit peu justement de ce côté un peu humain. Il y a énormément de scènes où on voit Green Lantern qui se bat avec ses poings. Je pense que c'était aussi une volonté de rajouter un petit peu le côté de se battre pas de la manière facile, quoi, d'essayer de salir un peu les mains et d'y aller à fond, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée là-dedans. Ouais, et puis il y a un autre point intéressant, je trouve, dans la série, c'est qu'on a certes les thématiques sociales dont on va reparler juste après, mais on a quand même un bon travail sur les deux personnages. À chaque fois, vous le disiez, c'est souvent mis en avant qu'ils sont complètement imparfaits. Enfin, Green Arrow, c'est régulièrement montré que c'est un peu un salaud, notamment avec les femmes, qu'il est beaucoup trop. C'est ça, il est beaucoup trop violent dans son comportement. Très paternaliste aussi. Ouais, très paternaliste, limite macho en fait. Limite macho en vrai, et même avec Roy, hein, quand pendant tout un moment il refuse de dire que c'est sa faute, alors que c'est lui qui l'a abandonné pour le draguer Black Canary. Il est en mode non, c'est pas ma faute, c'est lui qui a fait de la merde, c'est lui qui a pas été assez fort. Il y a un côté vachement intéressant là-dessus, je trouve que ça ajoute vraiment une dimension. En plus, on a certes les thèmes sociaux qui sont très bien traités, mais on a aussi une histoire de types qui ont plein de défauts. Enfin, c'est pareil avec Hal, quand il retrouve Carol Ferris, son amour
son amour qu'on nous ressasse encore aujourd'hui en fait, hein, parce que c'est la grande problématique des comics. C'est son love interest le plus important. Ouais, c'est ça, c'est son love interest le plus important, et au final, on les a jamais vraiment foutus ensemble. Là, ils essaient un peu de raviver la flamme parce que Hal se rend compte qu'il a trop été dans l'espace, justement, et qu'il n'est pas assez resté peut-être sur Terre pour prendre soin des siens. Ce que Jeff Jones réutilisera d'ailleurs au début de son run. Tout à fait. Enfin voilà, c'est quand même intéressant. Il y a vraiment tout ce côté très proche des humains qui va complètement dans la thématique qui est développée par le comics, et c'est quelque chose de vraiment, je trouve vraiment ça hyper intéressant en fait. Et ça l'est d'autant plus que je pense qu'à cette époque, Green Lantern, c'est vraiment, il est plongé dans les trucs galactiques à fond. Enfin, je pense que ça va être du cosmique dans tous les sens. Green Arrow, il est complètement en perte de vitesse, donc c'est vrai que finalement, c'est un peu Denis Swanville et Neil Adams qui, à travers leur relance précédente et puis cette relance-là, ils vont vraiment construire le Green Arrow qu'on connaît encore aujourd'hui en fait. Ah ouais. Ben, sans ce comics, clairement, Green Arrow, il n'y aura pas la série, il n'y aurait rien, enfin, on le verrait plus, quoi. Ça serait un personnage secondaire parmi tant d'autres. Ça, c'est une évidence, à mon avis. Ah oui, de toute façon, c'était un ersatz de Batman à la base, Green Arrow. Oui, c'est ça, il a avec son Arrow Cave, son Arrowplane. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est même assez drôle, hein. Il faisait partie des 7 soldats de la victoire. Enfin, c'est comme l'équipe des personnages les plus ringards qui soient. Il a quand même fait partie de cette équipe-là. Et vu que tu parles de ça, il y a aussi plein d'éléments qui sont vraiment introduits dans ce comics, qui parlent de la continuité d'ici au final et qui vont vraiment influencer l'univers d'ici. Donc il y a John Stewart qui va apparaître dedans, il y a les monastères où son fils va aller, vraiment tout un tas de petites choses qui montrent vraiment que même si ça a fait un flop, ça reste ultra important pour l'univers d'ici, au-delà même des questions sociales, quoi. Donc pas seulement pour le personnage de Green Arrow qui après s'est retrouvé beaucoup plus important, peut-être pas un personnage principal, mais en tout cas secondaire, en tout cas très important. Ça a vraiment été super important pour l'univers d'ici, quoi, ce récit. Et puis ça a eu les coronets de mettre un Green Lantern Black à l'heure où on se pose la question, où on se pugilie de savoir si Captain America il est black ou pas, et encore quelques mois. Clairement. Là, à l'époque, ils ont déjà les coronets de mettre la bague verte à John Stewart. Voilà, et c'est encore on va dire encore un pilier de plus à cette œuvre-là. Tout à fait. Voilà. Parce qu'en plus, à l'époque, les super-héros noirs, il y avait Black Lightning qui, à mon avis, devait exister depuis ces années-là plus ou moins, mais il y avait personne, quoi. Quand ils ont donné l'anneau à Green Lantern, c'était vraiment le truc. Comment est-ce qu'ils ont osé faire ça, quoi. Surtout, évidemment, les comics, c'est ça, chez DC, je sais pas, je pense qu'il devait déjà y avoir un Black Panther, notamment déjà un peu avant, mais chez DC, c'est vraiment le 2-3e super-héros noir, et il lui donne l'anneau, quoi, qui fait quand même de lui un des super-héros les plus puissants qui soit. C'est, comme tu dis, c'est vraiment ballsy, quoi. Ouais. Et tout ça, en pleine période des années 70, les États-Unis sont quand même entre Johnson et Nixon, en pleine guerre du Vietnam. Je pourrais dire que le Comics Code serait passé par-dessus sur plein de trucs, et au final, ils ont laissé passer, et c'est ça qui a engrangé la suite sur beaucoup d'autres comics tout à fait. Qui a mis un gros coup de pied derrière au Comics Code, quoi. Non, parce qu'après, même on parle encore des Teen Titans, mais là-dedans aussi, après, il parle de drogue, mais ça fait vraiment écho. Donc, il y a Roy qui revient, il y a vraiment toutes ces idées, donc vraiment tout un tas de bases qui ont été créées dans ce comics. C'est vraiment assez incroyable. Je trouve vraiment que c'est un récit qui peut pas être retiré de son contexte et de l'importance qu'il a eu, et qui, pour moi, s'apprécie encore plus quand on sait tout ce qu'il a apporté et ce qu'il représente au final. C'est ça. Après, je faisais des recherches et Black Lightning est apparu après John. Ah ben voilà. Donc c'est une nouvelle médaille en plus pour ce comics. C'est ça. Bon, après, il garde aussi, comme disait Simon tout à l'heure, comme disait Grinchet tout à l'heure, il garde quand même un peu son époque aussi, le côté macho. Mais c'est évidemment ça. Voilà, on voit Black Canary qui fout des coups de tatane et des coups de poing, mais au bout d'un moment, c'est pareil. Il y a son côté un peu naïf, et puis femme effarouchée, écrite par un homme, donc forcément dans les années 70, donc t'as ce côté un peu la fille qu'on doit sauver à tout prix, voilà, donc il reste quand même
quitte à dire Ouais. un truc négatif, voilà. Et il y a peut-être un peu. Bon, mais après, c'est pas la Dean Allen, c'est la Black Canary de 2015-2020. Non, c'est certain. C'est pas celle de Gulsi. Mais bon, s'il y avait une chose à redire, c'est ça, mais forcément, dans le contexte d'il y a 50 ans, c'était totalement différent. Donc, déjà, ils avaient fait quand même une grosse avancée sur certains points. On pouvait pas forcément leur dire de mettre Black Canary et Dean Allen en avant plus qu'ils l'ont fait. En fait, ce qui me dérange un peu avec le personnage de Black Canary ici, c'est qu'il y a le côté très ingénu du personnage, un peu. Et d'un côté, après, ils la montrent comme expert des arts martiaux, super balèze. Voilà. Et après, quand elle se bat, elle défonce tout le monde. Et après, elle a besoin de l'opinion des hommes pour savoir quoi faire. Donc au final, elle suit un peu le mouvement. Donc, même la manière dont Green Arrow parle avec elle, il lui parle pas comme à sa copine. Hein. Parfois, on a l'impression qu'il lui parle un peu comme si c'était son père, parce qu'il y a vraiment ce côté un peu paternaliste. Je force un peu le trait, mais pas tant que ça au final. Parce qu'il y a vraiment cette idée du mec, de l'homme qui décide et elle qui suit. En plus à ce moment-là, donc elle est veuve, donc il y a vraiment une sorte de faiblesse excessive chez le personnage qui fait qu'il n'y a pas ce côté personnage fort, indépendant, féminin que le personnage va obtenir au fur et à mesure des années et qu'elle a maintenant évidemment. Mm-hmm. Et donc clairement à ce niveau-là, ça a franchement vieilli. Mais bon, comme on disait, ça a 50 ans, donc on peut pas non plus s'attendre à ce que le récit soit parfait, soit autant précurseur. Bon, c'est malheureux bien entendu que ça ne l'est pas, ça aurait été bien que ça le soit. Mais voilà, je pense pas qu'une œuvre puisse être dissociée de son contexte. Et il faut le savoir, hein. Les années 70, ça laisse des dégâts, quoi. C'est clair. Ah bah, de toute façon, c'est ce que vous dites, hein, c'est inscrit dans son contexte. Moi aussi, je regrette l'écriture de Black Canary qui est toujours présent, trop souvent mis comme la demoiselle en détresse, à se retrouver un peu dans la merde. Sauf dans les derniers épisodes, justement, ceux qui sont parus là dans Flash. Ça change un peu. C'est dommage que ça se soit arrêté aussitôt parce que je pense qu'ils avaient des changements de cap assez intéressants à voir. Donc, finalement, dans le dernier numéro, on voit Black Canary un peu plus dynamique. On pourra jamais savoir comment c'était censé partir, évidemment. C'est toujours un peu le problème. Comme tu dis, si ça se trouve, ils avaient prévu d'en faire un personnage fort après. Donc ça, on peut jamais deviner, quoi. Mais c'est pareil. Tant qu'on est sur Black Canary, quand on a cet épisode justement où donc Holly découvre que son ancien acolyte, Speedy, Roy Harper, se drogue. Donc tu l'as dit tout à l'heure, Spicy, il pète un câble. Il veut absolument pas assumer les conséquences alors que c'est lui qui a provoqué cette action-là. C'est ça, finalement Dinah qui se retrouve à se démerder avec Roy et à le faire décuver, quoi. Ouais. Et c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit quand même que Dinah derrière c'est quelqu'un de très humaniste. C'est ça, et avec une sensibilité qu'au final Green Arrow n'a pas nécessairement, et pas de fierté, parce que Green Arrow est un personnage très fier, et ce côté aussi de penser un peu aux autres. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup que le personnage de Green Arrow ici, c'est que d'un côté, il est très en avant sur plein de sujets, et à d'autre côté, il est beaucoup moins. Et donc ça fait vraiment un personnage très, très complexe et très humain. Et au final, en pas tant de pages que ça, le récit, bon, je sais pas combien de pages il y a exactement dans le volume, mais on arrive vraiment à dépeindre un personnage, mais d'une complexité folle et extrêmement humain, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, Green Lantern est peut-être un peu mis sur le côté. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, tout à fait. Ouais. La star, pour moi, c'est vraiment Green Arrow, quoi, ici. En même temps, c'est inscrit dans les thèmes aussi politiques. Mais oui, c'est ça. Donc, Green Lantern parfois sert juste à avancer des problématiques, quoi, en étant le mec un peu plus réac. Je sais pas si réac est vraiment le terme, c'est pas le terme, mais un peu plus. Premier degré en fait. Voilà, disons ça comme ça. Ouais, c'est surtout qu'il est premier degré, quoi. C'est ça, ouais. Il a beau être humain, de son absence, en fait, c'est comme s'il était parti super longtemps. Et il se rend pas compte des enjeux qui pourraient être pour lui très terre à terre, mais qui sont autant importants que quand il va régler un conflit au bout de la galaxie. En fait, c'est ça le côté noir et blanc, c'est ce qu'il disait aussi. Dedans, dans l'espace, c'est facile. Les méchants aliens et les gentils Green Lantern, et au final, sur Terre, c'est beaucoup plus gris que l'image qu'il a du monde, quoi. Et ça qui est intéressant, c'est le fait qu'il s'oppose à cette vérité. Et également le fait qu'il le vive mal aussi, je trouve ça super intéressant, le fait lui-même qu'il se dise qu'il préférait vivre insouciant, quoi. Sauf qu'au final, maintenant que ses yeux ont été ouverts, il peut plus les refermer, quoi.
Ouais. Ça, je trouvais vraiment que c'était un point vraiment intéressant avec le personnage de Green Lantern. Après, c'est ça qui est cool, c'est que ça met beaucoup en avant Green Arrow, parce que justement, je pense que Denis Sony voulait, comme on l'a dit précédemment, il voulait vachement redorer le blason de Green Arrow, que Green Lantern était déjà connu dans sa 12e mouture d'Hal Jordan, il était déjà connu depuis quasiment 10 ans, quasiment, un peu plus de 10 ans. Là, il a voulu relancer Green Arrow, donc c'est vrai que ça met beaucoup en avant Oliver Queen, tout à fait. Bah après, il y a un truc intéressant, je pense, avec Hal aussi, c'est que de par son éducation, de par sa famille, c'est quelqu'un qui, de toute façon, a toujours été dans un espèce de cocon. Au final, son père a été pilote de l'air, enfin, il a toujours été dans une famille de pilotes. Il a toujours été un peu protégé, en fait, des problématiques, je pense, sociales que vivent on va dire, le commun des mortels, même si je n'ai pas du tout le terme, et qu'il n'est pas forcément approprié. Mais c'est normal, en fait, et c'est intéressant parce que c'est toute cette déconstruction que tu peux vivre toi-même quand tu fais partie d'une certaine élite par rapport à d'autres. Enfin, tu es toujours l'élite de quelqu'un, en fait, dans la hiérarchie sociale. Et donc, c'est intéressant de le voir dès les premières planches, en fait, se confronter à cette réalité sociale, en fait, qui se prend vraiment en pleine tête. Lui, on lui a toujours appris que les voyous, c'est les mecs qui sont mal habillés, et les gentils, c'est les mecs qui sont bien habillés, quoi, et qui représentent bien. Alors que la réalité sociale est beaucoup plus fragmentée que ça, en fait. La criminalité au col blanc. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça en plus qui est intéressant, mine de rien, c'est que le comics ose aborder ce genre de thème, alors que je veux dire, les mecs bossent quand même pour déjà à l'époque une grande entreprise qui s'appelle DC Comics, mais c'est vrai que de toute façon, de manière générale, tout ce dont ils traitent est hyper avant-gardiste, en fait. Et même tellement avant-gardiste, je trouve que c'est un truc qu'on a très très peu revu au fil des années. Donc on parle d'un comics qui a 50 ans, et c'est un truc qu'on a peu revu durant ces 50 années, quoi. Un comics à ce point engagé, en tout cas sur les Big Two, qui parle de sujets aussi forts. C'est quand même maintenant, je trouve que c'est un ovni, quoi, le truc. Quand on le lit, on se dit ah ouais, quand même. Et c'est une expérience qu'on vit très rarement, je trouve, de lire un comics à ce point engagé, ouvertement engagé même, je dirais, et qui fonctionne, quoi. Ça se retrouvait partiellement sur un chapitre, mettons, d'un titre de temps en temps chez DC ou Marvel. Mettons, chez Spider-Man, il était question de drogue aussi un peu plus tard, ou d'alcool pour Iron Man. C'était un chapitre par-ci, un chapitre par-là, tandis que là, c'était les chapitres à la suite, bam, 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 un thème social, un thème social, quoi. Donc c'est ça qui fait que ça a marqué aussi, je pense, a posteriori sans doute, parce que le titre n'a pas fonctionné comme on l'a dit, mais c'est ça qui doit rester, c'est que ça a enchaîné 12 chapitres que de thèmes sociaux. Marvel aussi en a parlé, mais peut-être moins condensé dans un seul titre. Après, comme on disait, il y avait le Comics-Co, quoi. Donc voilà, évidemment, on voulait parler de choses sociales, parce que je suis convaincu que les auteurs étaient, peut-être pas tous de gauche, mais en tout cas beaucoup étaient de gauche, et qu'ils auraient aimé parler de choses plus engagées. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec je change un peu de sujet, mais avec le New Frontier de Darwin Cook, qui remettait les super-héros dans le contexte des années 60, et en parlant de sujets de société. Et comme disait dans son interview à la fin du volume d'Urban, Darwin Cook était convaincu que c'était des auteurs qui auraient aimé en parler à l'époque, mais qui ne le faisaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas, quoi. Et eux, c'est des mecs qui se sont dit, ok, là, on pose nos coups sur la table et on parle de choses qui nous tiennent à cœur, qui nous impactent, qu'on voit tous les jours dans notre vie et dont on a envie de parler et dont on peut parler. Et ils l'ont fait, quoi. C'est surtout qu'ils le font en plus d'une manière qui, je le trouve, est quand même assez intéressante, parce que c'est vrai je reviens encore sur cet épisode-là, mais quand il parle de donc Green Arrow qui a laissé finalement Roy complètement dépérir et se perdre dans la drogue, ils attaquent frontalement les adultes et aussi derrière les institutions qui, plutôt que de regarder la réalité et d'assumer leurs propres conséquences et d'essayer d'analyser, d'avoir un regard critique sur leur propre comportement, vont préférer condamner les personnes qui se droguent sans chercher à comprendre pourquoi est-ce que ces personnes-là se droguent. Et c'est quand même, même aujourd'hui, en fait, c'est quand même quelque chose de complètement dingue. Aujourd'hui encore, on en est à dire que si des personnes se droguent, c'est de leur faute à elles, quoi. Et c'est pas la faute d'un système qui est derrière, qui a une emprise et qui est profondément injuste, en fait.
Et puis je crois qu'il y avait une histoire aussi liée à la drogue. Je crois que Marvel, je sais plus si c'était à cette période-là où ils avaient édité, j'en ai parlé tout à l'heure, le fameux chapitre où il est question de drogue aussi. Et je pense d'ici avait un peu froid au départ, mais je pense qu'il y avait aussi la question de faudrait que je le revoie, mais je crois que c'était à peu près à la même période. Et du coup, pour éventuellement avoir aussi un titre qui parle aussi de drogue, ils ont accepté que Denis O'Neill parle de ça aussi, je crois. Il me semble qu'il y a. Je crois que Ouais, je non, mais oui, revois. c'est. Il Ouais, me non, mais semble que t'as c'était à raison. peu près. Il me semble que c'était à peu près à la même période, je crois. Oui, c'est ça, c'est à peu près la même période. Il y a en effet deux titres concurremment en fait Ouais, qui vont ouais, traiter de drogue chez Marvel et DC. Ouais. ouais. Et que c'est là que le Comics Code, il a commencé à s'écriter petit à petit au final. Ouais. Ah oui, parce que finalement c'était de l'autocensure et c'était pas du tout intéressant pour aucun enfin pour aucune des parties engagées là-dedans, quoi. Donc évidemment, il y a ce problème de la drogue. On a parlé aussi tout à l'heure du coup de la secte, des sectes religieuses. Donc c'était le début en fait, c'est dès les premiers chapitres qu'ils en parlent de ça. Ou le deuxième ou troisième. Ouais, c'est ça, mais il parle aussi de la question, enfin de la condition amérindienne, enfin Ouais. donc de la condition noire. Enfin, il parle de vraiment, mais en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que chaque chapitre, alors parfois ça s'étale sur 2 chapitres, mais chacun de ces chapitres va apporter une nouvelle question sociale qui est vraiment encore aujourd'hui malheureusement d'actualité, quoi. Alors les sectes peut-être un peu moins, mais l'emprise psychologique, par contre, c'est quelque chose qui est malheureusement toujours d'actualité, quoi. Ça s'exprime sous d'autres formes aujourd'hui, mais ça l'est, ça l'est toujours finalement. C'est transposable à d'autres situations. C'est ça qui est assez intéressant en fait. Ouais, c'est clair en fait. C'est pour ça, certains qui pourraient, on va dire, des jeunes yeux qui sont peut-être plus jeunes que nous, pourraient se dire, je pense toujours à la colorisation, ça va peut-être piquer les yeux, mais je suis sûr que s'ils lisaient ça, qu'ils se remettaient en question de ce qu'on vit actuellement, ils diraient, waouh, mais les gars, ils avaient clairement de l'avance il y a 50 ans, parce que parler de ça alors que c'est toujours d'actualité, je pense que ce serait un plus. Moi, j'incite vraiment le plus grand nombre à le lire, hein. Franchement. C'est un monument d'une de l'histoire des comics, et puis franchement. De la bande dessinée, je dirais même. Ouais, de la bande dessinée. Je pense même qu'on peut le dire. Ouais. Donc, non, franchement, il est clairement en avance sur son temps, mais il est toujours autant d'actualité. Voilà. Bah, c'est d'autant plus intéressant qu'en plus, alors c'est vrai que parfois ça peut être un peu moralisateur, notamment les discours de Green Arrow qui peuvent parfois être un peu simplistes. Mais c'est intéressant parce que, comme un peu ce que fait aujourd'hui Brian Kevogan dans pas mal de ses comics, ça amène plus à poser des questions qu'à essayer de présenter des solutions. Et enfin, je dis toujours, c'est facile de proposer des solutions en fait, parce que tout le monde peut proposer des idées pour que ça aille mieux. Mais je trouve que c'est toujours plus intéressant finalement de poser des questions, de savoir, plutôt que de chercher qui est le responsable, essayer de montrer que c'est un problème qui est global en fait, et qui est globalisé, qui est systémique. Enfin, il y a tous ces trucs là qui sont quand même vachement intéressants, et qui, là encore, je trouve que c'est hyper moderne en fait, parce que à l'époque, le comics, ça pouvait souvent paraître comme on fait un chapitre et puis à la fin on fait une petite leçon de morale pour garder un peu le système droit dans ses pompes sans le remettre en question, alors que là, ça pose des questions qui remettent un peu en question le système qui est en vigueur, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis ouais, t'as le fait des remises en question. En fait, le personnage qui va éventuellement se remettre en question du fait de côtoyer son binôme, c'est Hal Jordan, Green Lantern, quoi. Lui, on va dire, si on devait le considérer, si on devait considérer les deux politiquement aux États-Unis, t'en as peut-être un des deux qui serait démocrate et l'autre qui serait peut-être un peu plus républicain, on va dire. quand tu vois ce qui se passe dès les premières pages, au final. Et au final, le personnage de Hal Jordan, il va évoluer du fait de son road trip avec Oliver Queen, quoi. Et inversement, comme on disait tout à l'heure, Oliver Queen, il n'a pas forcément un côté parfait malgré tout, malgré ses combats, il a aussi d'autres phases. Donc là aussi, il se fait aider par Hal Jordan et par Black Canary d'un autre côté. Donc, après, pour rebondir un peu sur le spectre politique, je pense que Hal, qu'il soit démocrate ou républicain, en fait, peu importe, fondamentalement, c'est juste les deux faces d'une même pièce aux États-Unis. Je pense surtout qu'en fait,
Green Lantern, c'est l'establishment et le côté vraiment politique très américain, très basique. Et puis Green Arrow, enfin, c'est Bernie Sanders, quoi, c'est un socialiste. Le mot est jamais prononcé dans le comics, mais enfin, clairement, c'est un socialo. C'est un socialo, le mec. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Et c'est d'autant plus couillu parce que, enfin, tu prononces le mot socialisme aux États-Unis, t'as les torches qui s'enflamment. Hein. C'est sûr. Pour rien, quoi. Enfin, je vais pas rentrer dans ce sujet, mais bon. C'est vite choqué, hein, ces gens-là. Donc, Mais du coup, c'est intéressant parce que des comics de gauche, je suis pas, enfin, moi de tête, c'est le seul que j'arrive à citer en fait, d'un comics qui me paraît vraiment être de gauche, c'est-à-dire branché sur les thématiques sociales, qui va poser des questions sociales. Et chez les Big Two, vraiment, c'est rare, quoi. Enfin, franchement. C'est ça. Bah là, actuellement, il y a de Author History of DC Universe qui est complètement dans cette optique-là. Mais bon, évidemment, là, on est 50 ans plus tard, quoi. Oui. Et du coup, c'est logique. Et puis, c'est sur les questions de représentativité aussi. On est à une époque où ça s'ouvre aussi sur ces questions. Ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, mais c'est juste que c'est un peu plus normal, quoi. On est bien d'accord, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que des comics aussi politiques, en tous les cas, qui vont aussi loin dans leur discours à chaque fois. C'est vrai que chez les Big Two, j'en vois très peu. J'en vois très peu aussi. Enfin, là, je suis en train de réfléchir. Ça vraiment après, comme je disais, tu vas retrouver ça sur certains chapitres d'un titre de temps en temps. C'est ça. Là, c'est marqué, quoi. C'est vraiment marqué. Donc, c'est vrai que ça reste. C'est pour ça qu'on a du mal, parce que lui, c'est marqué directement. Tu vois, tu sais tout de suite quand tu le connais, tu sais que voilà, celui-là, il est marqué, voilà, tout à fait. C'est vrai qu'après, de titres, tu dois en avoir, hein, mais c'est ça, c'est sur quelques pages de temps en temps, surtout à cette époque. Après, ouais, puis je pense que ça doit être des comics qui sont finalement assez mineurs en fait. Je pense pas que ça puisse être des comics avec des personnages, parce que bon, Green Lantern, on peut quand même le considérer comme un personnage important, même s'il vend pas de comics en France. Oui, c'est ça, ouais. Malheureusement. Bah, mais aux États-Unis, c'est pas. Je pense que c'est comme de deuxième classe, mais ça reste quand même très haut dans la deuxième classe, quoi. Ouais, c'est ça, il a quand même une fanbase assez costaud, et puis aux États-Unis, c'est quand même un personnage qui a des publications régulières. Donc, Puis il a quand même un rôle important dans les événements, les gros événements également. C'est ça. Là, il y a eu le Checkmate de Benny, bon, c'était un peu la merde, mais il était comme dedans, quoi. C'était gratuit. Et puis ça marque la fraternité des deux, quoi, parce que c'est vrai que à chaque fois que t'as des events dramatiques pour l'un et l'autre, ils sont toujours raccrochés l'un à l'autre, quoi. Il y en a un qui disparaît, l'autre ça le perturbe, l'autre il revient, mais l'autre il a disparu. Ils sont toujours, ce run, ça marque leur histoire à tous les deux. Ça devient vraiment des bons potes tous les deux, quoi. Ce road trip est constamment référencé dans un milliard de trucs, hein. Donc on en parlait en off dans le run de Morrison de Green Lantern qui s'est terminé il n'y a pas longtemps. Il y a un chapitre où on les voit tous les deux. Il y a une histoire qui fait référence d'ailleurs, même dans les dialogues. Morrison a vraiment essayé d'émuler un peu les dialogues de ce comics ici pour essayer d'un peu ressortir la même ambiance. Enfin, c'est un truc qui a marqué tout le monde, quoi. Qui a marqué tout le monde et qui fait vraiment partie des personnages, quoi. Donc clairement, Green Lantern sera toujours associé à Green Arrow de la même manière que Roy sera toujours associé à l'héroïne. Enfin, c'est quasiment son trait de personnalité principal chez Roy Harper, quoi. C'est le fait que ce soit un aujourd'hui, ça s'est transformé en alcoolisme aujourd'hui, mais c'est même triste qu'au final, ça soit vraiment le cœur du personnage, mais ça vient de là, et le fait que 50 ans plus tard, c'est toujours autant marqué, c'est dingue, quoi. Ne m'en parle pas, sinon je vais être obligé de parler de Scott Lobdell et j'ai surtout pas envie de faire ça. Mais on va peut-être pas parler de ça, ouais. Non, on va pas parler de Daisy O'Close. Voilà, c'est ça, il va falloir parler de Starfire après. Oh là non, non. Bon, oh là, non. Peut-être pas le temps aujourd'hui, hein. On va peut-être pas parler du sexisme ambiant de cette série de merde. Du sexisme Comment ça? Là-dedans? Je ne vois pas que tu parles. Là-dedans, c'était étonnant de la part de Scott Lobdell, dis donc. Oupsie. Voilà, ça c'est fait. Le tag gratuit est sorti. Mais ouais, du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que mine de rien, c'est vrai que ça va être beaucoup référencé. Enfin, Jeff Jones, quand il reprend Green Lantern en main, Green Arrow, c'est un des premiers, je crois, à revenir le voir. Dans le run de Rick, il est là. Il y a un moment où Flash dispute avec Green Lantern à cause de Green Arrow, justement. Enfin, c'est vraiment un truc qui a vraiment marqué les deux personnages, quoi.
Ouais. Et même Kyle Rayner et Connor Hawke, donc le fils d'Oliver Queen, qui après devient Green Arrow. Il y a un arc où tous les deux ils partent également en road trip. Enfin, ça a vraiment marqué tout le monde, quoi. Alors, à raison, hein, enfin, c'est logique, hein, j'ai envie de dire, mais Ouais, mais c'est ça, mais ça montre à quel point vraiment c'est une histoire qui est ancrée vraiment ça, qui est vraiment dans ancré l'inconscient d'un paquet de mecs, quoi. c'est ça, dans les personnages, et on peut pas les auteurs n'arrivent pas à s'en séparer, quoi. Non, c'est clair et net. Hein. Parce que même, je crois que pendant les New 52, ils faisaient référence de temps en temps. Donc... Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est un truc qui ne veulent pas retcon, à raison, heureusement, j'ai envie de dire, quand même. Ouais, bah oui, c'est ça, ouais, heureusement, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. C'est bon, ils auraient retcon des conneries, mais ça va, là au moins ils ont pas fait celle-là. Merci Dizzy. Fais de la merde parfois, mais on t'aime quand même. La seule chose qui manquerait éventuellement sur les deux, on va dire actuellement, c'est que tu vois Green Arrow, enfin ils l'ont adapté dans la série, c'est que par contre maintenant personne n'a les coronesses de vouloir adapter correctement Green Lantern pour éventuellement que les deux apparaissent un jour quelque part dans d'autres médias, parce que bon, on a vu l'échec cuisant de Green Lantern au cinéma il y a 10 ans. Faut dire que quel film de génie. Voilà. Il fait un peu marrer, moi, quand même. Est-ce que éventuellement la série HBO Max qui sera lancée un jour aura le potentiel de faire quelque chose ou un bon clin d'œil sur ce run-là, je sais pas, pourquoi pas. Ils ont cast un Guy Gardner, j'ai vu, qui n'est pas roux, ce qui m'a scandalisé plus profond de mon être. Ouais, mais... tu connais les Oui, Tinkers, oui, j'ai vu ça. Oui, voilà. Ouais. Il va devenir rouquin en passant chez Jacques Desange. Une série là, Green Lantern, vu le budget que ça doit nécessiter, j'avoue que je suis un petit peu dubitatif. Hein. Ouais, moi aussi, je suis assez parce que bon, quand tu vois les effets spéciaux chez DC, la série Titan avec ses cinématiques PS1, là, ça m'inquiète un peu, tout ça. Ouais. C'est un peu paradoxal parce que les séries, je trouve, du coup, là, comme Titan et tout ça, elles ont vraiment des effets spéciaux à daube, mais d'une daube complète. Enfin, sauf Stargirl. Stargirl, c'était plutôt costaud. Stargirl, c'était franchement, ça m'a choqué. J'étais, oh, ça passe. C'était vraiment, ouais, à fond. Mais j'allais dire que les équipes d'effets spéciaux de la CW, par contre, les équipes de Greg Berlanti derrière, je sais pas trop qui c'est qui bosse, mais bon, à part certains trucs dans Supergirl qui sont un peu dégueulasses, mais vu le reste des effets spéciaux, franchement, c'est pas vilain des fois. Hein, donc là, s'il y a un bon budget derrière, faudra voir. Hein, franchement, ça peut être pas mal. Mais je pense pas qu'ils adapteront cet arc. Non, non. Après, il y aura peut-être moyen un petit peu de faire référence peut-être aussi dans l'esprit. Après, il faut voir dans quoi ils partent. Hein. Oui, le truc avec les Green Lantern, c'est qu'ils peuvent juste faire un machin dans l'espace s'ils vont jamais sur Terre. Quoi. Ils pourraient faire ça. Ah, puis il y a Jeff Jones à la prod, hein, donc si ça risque de se transformer en délire blockbuster galactique à la Jeff Jones. C'est ça, je sentais venir la petite critique. Mais non. En fait, le truc aussi avec Jeff Jones, c'est qu'il a tellement redéfini le personnage, plus que défini le personnage de Green Lantern, d'Al Jordan. Ce qui fait que tout ce qui a suivi après, mis à part Morrison, c'est pour moi du sous Jeff Jones, vraiment ce côté un peu blockbuster. Et clairement, ça a perdu un petit peu ce côté un peu politique. Bon, malheureusement. Après, faut dire ce qui est. La série Green Lantern, c'est quand même pas. Avant Jeff Jones, c'était vraiment un truc un peu moribond très souvent, quoi. Donc la série de Ron Mars avec Kyle Rayner, c'était un peu de la merde, tout le monde a détesté. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de moments très grandioses, mis à part celui-ci et 2-3 une fois de temps en temps quand même. Donc il n'y a pas beaucoup vraiment de grands moments, mais heureusement celui-ci en fait partie, quoi. Ouais, ça a toujours été un peu flingué la carrière éditoriale de Green Lantern, mais même Green Arrow finalement, c'est vrai que. Green Arrow. Mais les deux sont morts longtemps. Hein. Les deux sont restés morts longtemps. Hein, il n'est pas tant que ça en vrai pour Green Arrow. Ouais, pour Arrow. Pour Arrow, pas tant que ça. 4-5 ans quand même. Par contre, Al Jordan, plus de 10 ans, mais était le Spectre. Donc il réapparaissait comme le Spectre quand même. Assez régulièrement au final. Ouais. Oh bah oui, dès qu'il pouvait le foutre, il te le mettait. C'était. C'est ça. Non, je pense que si on avait SN Parod, il pourrait nous faire le détail de chacune des apparitions, mais il doit y en avoir 15 milliards. Mais c'est Jeff Jones d'ailleurs qui a après introduit comme le Spectre. Ouais. J'ai oublié le nom de l'événement, mais c'était lui qui l'a fait. Ouais, je crois, c'est ça. C'était un des premiers trucs qu'il a fait chez DC d'ailleurs. Ouais, parce que je crois qu'en
Je crois qu'il est déjà... Ouais, c'est dans le run de Kevin Smith sur Green Arrow. Ça, il est déjà le Smith, ouais. Il est déjà là, ouais. Donc ça date d'il y a quasiment 20 ans. Ouais, donc ouais, c'est ça. Non, plus 15 ans. Hein. Plus 15 ans. Plus 15 ans. Ouais, je crois que c'est genre... Non, quoique, je crois que c'est 2001, finalement. Ouais, 20 ans, hein, il me semble. Ouais, non, 20 ans, t'as raison. Ouais, Nous sommes en 2021. Ouais, c'est ça passe. On s'oublier, mais... Ça passe. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que finalement Green Arrow il a quand même eu des séries qui étaient assez intéressantes finalement je trouve. Enfin, Mike Gray a quand même fait un run qui a duré pendant 80 épisodes je crois, donc c'est quand même pas de la gnognotte quoi. Ça fait partie des personnages qui comme ça ont eu un moment un peu de gloire et après ça passe sur la durée quoi. C'est pas comme Batman qui a toujours un peu survécu contre vent et marée. Là clairement il y a eu comme tu dis un moment un peu charnier avec Mike Gray, puis après avec Kevin Smith où bon, tout est pas très bien avec Kevin Smith, mais en tout cas, sa résurrection est vraiment cool. Il y a des petits moments comme ça qui reviennent. Ouais, mais je le connaissais pas plus que ça, le run de Kevin Smith. Je l'ai redécouvert là récemment Ah ouais, c'est vrai que ouais. Quand j'ai chopé les occasions sur Vinted, là, des vieux sémiques, là. J'avais dû le feuilleter à l'époque, quand j'étais plus jeune, mais je l'avais pas dans ma bibli. Et Kevin Smith, là-dessus, on peut le bâcher, mais ouais, là-dessus, c'est bien démerdé. Je trouve que c'était vraiment intéressant. Ouais. C'est ce qu'il a fait mieux chez DC. Ouais. Il a pas fait grand-chose chez DC Comics. Il a fait un peu de Batman. Ah, il a fait un peu de Batman. Ouais. Il paraît que c'est vraiment de la merde. Ouais, je t'invite à aller voir une vidéo du Comedy Comics qui en parle. C'est vrai qu'il a fait une vidéo là-dessus. Ouais, ça fait très mal. Ouais. Ouais, ça fait très mal. Ouais. Non, c'est pour ça que j'étais pas forcément au départ chaud pour il y a quelques temps pour me dire tiens, ça peut attendre Kevin Smith sur du Green Arrow. Et au final, non, j'avais entendu beaucoup de bien et c'était un bon arc. Anecdote coulissecomics.fr, beaucoup de monde s'est jeté sur les semics de Green Arrow. Donc. C'est vrai. Ça a été la folie. Ils se sont tous vendus, je crois. Tous ceux qui étaient sur Vinted, ils se sont vendus. Donc. C'est de la faute à qui ça? Grâce à SN, qui a notamment parlé dans ses dernières vidéos de. C'était déjà avant. C'était déjà avant la vidéo d'SN Parade. C'est la faute à Kit. C'est la faute à Kit. Ah d'accord. Je me rappelle plus dans quelle heure c'était parlé, bravo Kit. Les gens gaspillent de l'argent à cause de toi. Ça chez des BD. Je crois que mais il y en a qui du coup après ont trouvé des bonnes occasions mieux que moi en plus je crois après. Ouais. Tu t'es fait niquer. De quelques euros, ouais, mais ça va. C'est déjà bien donné encore ça. Ouais. Ouais, moi franchement ça va. Et d'ailleurs c'est même étrange que tu aies des titres comme ça, comme celui de Kevin Smith qui soit pas encore réédité quasiment 20 ans après par Urban pour l'instant. Après je sais que c'est pas vendeur mais. C'est surtout que les trucs comme Quiver, comme ça, donc le ressuscité, c'est des choses qui sont très très courts et qui sont très faciles d'accès. Donc clairement, ça fait partie des récits qui pourraient vraiment envisager de sortir, mais évidemment, comme si ça se vend pas. Mais tu le fais en DC confidentiel, là, comme ils font des fois. C'est pas beau l'édition. Non, c'est pas beau. Avec le dos rouge. Ouais, mais ouais, j'aimerais vraiment envie de les acheter, mais chaque fois que je les vois, je suis c'est pas beau. Je les achète jamais. Ça, c'est vraiment noir, c'est pas chier. Franchement, je pourrais envisager le truc. J'en suis là dans ma vie. Parce que franchement, la Légion, Great Darkness Saga, ça fait vraiment. J'en ai enregistré un en favori là sur Vinted. Là. J'hésite encore. Ok. Les coulisses Vinted. Les gens qui font leurs courses ici. C'est ça. Peut-être que Kit est parmi vos acheteurs, faites gaffe. Ouais, faites gaffe. Ouais. On est financé par eux secrètement, on fait leur pub. Surtout pas. Putain, j'avoue. Vraiment pas. Non, pas du tout. Ok. Écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour, je pense. On digressait déjà un petit peu depuis 10 minutes là. Ouais. Je sais pas si vous avez, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur. À part de dire qu'on a dit dès le départ que c'était un indispensable, non, je vois pas d'autres choses à ajouter. Non, franchement, moi j'invite encore les auditeurs qui n'ont pas lu et qui ont suivi toute l'émission sur les deux parties, je les invite vraiment à le découvrir. Hein. Ça mange pas de pain, c'est vraiment un incontournable. Et puis, non, franchement, jetez-vous dessus, il n'y a pas de souci. Nous en dirons des nouvelles. Et pareil pour moi. Ça,
sachez peut-être dans quoi vous vous lancez. Donc, vous dites pas, ah, je me lance dans un comics Green Arrow comme si c'était le run de Jeff Jones. Donc, sachez peut-être que c'est quand même un truc, voilà, qui date des années 70, hein, quoique c'est quand même quelque chose. Mais franchement, même si vous n'êtes pas très fan des vieux comics, je pense que clairement vous allez trouver là-dedans quelque chose qui vous plaît. En tout cas, qui va au moins vous dire, ah ouais, quand même, c'est intéressant. Et qui, comme on disait, va soulever des questions suffisamment intéressantes et pertinentes pour que ça vaille toujours le coup en 2021. Et donc, sauter dessus. C'est pas un truc qu'on voit dans tous les magasins de comics. Enfin, personnellement, je l'ai rarement vu. Ouais, je crois qu'il est de plus en plus rare, il me semble. C'est ça, donc profitez, donc jetez-vous dessus le plus vite possible. Donc j'espère qu'on vous a donné envie vraiment de le lire, parce que ça vaut vraiment le coup. Bon, on a dit que du bien, mais j'espère qu'on l'a bien fait, parce que ça mérite vraiment d'être découvert, et donc voilà, n'hésitez pas. Incontournable, je pense pour moi aussi. Je pense qu'on a quand même bien expliqué pourquoi c'était encore aujourd'hui. Même, enfin, moi le premier, je suis vraiment pas fan des vieux récits parce que, comme les Teen Titans de Wolfman et Perez, je trouve ça souvent très lourd, trop explicatif, trop descriptif, et moi ça me, enfin, généralement moi je les saute, c'est pas ce jeu parce que ça me gonfle, donc ça apporte rien au récit. Hérétique, ouais, j'en ai rien à foutre, moi. Je l'ai comme je veux, tu sais. Donc, c'est un chef-d'œuvre aussi. Bon, mis à part Beast Boy, mais. Ouais, mis à part Beast Boy dans le premier tome. Ouais. C'est très bien. On en parlera un jour. Ouais, on en parlera d'autres fois, je pense. C'est beaucoup de choses à dire. Mais non, c'est clairement un indispensable parce que ça, à la fois, je crois que c'était la 4e fois que je devais le lire parce que, enfin, je me le relis assez fréquemment. Puis mine de rien, il est quand même assez rapide parce que à lire, parce que comme on le disait, il n'y a pas beaucoup de dialogue, il n'y a pas beaucoup de récitatifs. Finalement, c'est quelque chose qui va très vite. Les dialogues sont surtout là pour mettre en balance en fait les différentes problématiques des questions sociales qui sont traitées en fait. Et donc là-dessus, ça m'a surpris parce que j'étais en retard pour relire mon truc. Je me suis dit, merde, je vais jamais le relire à temps, et finalement, je l'ai dévoré, quoi. C'est ça, en 3 heures, tu vois, t'as réussi. C'est ça, j'étais, oh, c'est tellement bien. Ouais, ça se mange vite fait au final. Hein. Tu peux voir le pavé en disant, oh, ça va être encore super long, mais non, les chapitres sont fluides. Je pense que entre l'écriture de O'Neill et puis les dessins attractifs de Adams, ça se fait super bien. Quoi. Ouais, non, ça se fait bien. Il y a juste, c'est vrai qu'on l'a pas noté dans les points négatifs, mais je l'ai relevé un peu quand même à la relecture là, après avoir refermé. Je me disais, il y a des parties un peu cosmiques. Je trouve que c'est pas le morceau que maîtrise le mieux. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Il y a 2-3 chapitres comme ça, notamment celui en effet dans l'espace. Même si là aussi, il y a toujours des problématiques intéressantes en effet, quand il parle de surpopulation et tout. Mais le reste de l'intrigue, quand ils affrontent les géants et la meuf, la vieille, là, bon, c'était pas, ultra palpitant, quoi. Mais bon. Non. Mais c'est intéressant par contre ce chapitre, c'est vrai qu'on en a pas parlé là-dessus avec la vieille, mine de rien. Ça fait un parallèle assez intéressant avec le personnage avec le traitement de Black Canary du moins. Oui, tout à fait. Parce que Black Canary qui est un peu naïf, perdu, mettait plein de qualificatifs pas forcément très glorieux. Et puis cette vieille femme qui veut se tirer un peu du côté maternel qu'on assimile forcément à la féminité. Je trouve ça hyper. Enfin, c'est un chapitre, c'est vrai qu'on l'a pas noté du tout, mais c'est un chapitre qui est hyper intéressant, je trouve. C'est juste qu'il est pas très bien fait au final parce que la problématique est pas ultra bien avancée, enfin bien proposée au final. Parce que comme tu dis, la problématique est super intéressante, mais on passe vite à autre chose et c'est dit au détour d'un dialogue, quoi. Et c'est un truc qui arrive assez souvent là-dedans, que des choses importantes soient dites comme ça de manière un peu facilement, sans trop s'apesantir dessus. Mais souvent ça marche mieux, je trouve. Je trouve que les dialogues même parfois qui paraissent moins qui sont pas dits en mode hey, regardez, c'est super important, mais marquent plus que celui-là, qui pourtant aurait mérité mieux, quoi. Ouais, c'est ça, il y a des côtés un peu coup de coude des fois, en mode hey, t'as compris. C'est ça qui est un petit peu dommage des fois, mais bon, ça n'empêche pas, ça enlève rien, on reste. C'est ça, comme on disait, bon, ça a 50 ans, et on peut pas vouloir au mec d'avoir voulu faire ça le mieux qu'il pouvait, ce qui fait qu'il y a un petit peu de zèle aussi, quoi, mais bon, si ce n'est que ça. C'est quand même assez avant-gardiste dans les oui, non, mais clairement. De traiter de ça. C'est ça. Comme on disait, on peut pas retirer ça du contexte d'écriture. C'est un ovni, quoi. Un truc, les mecs qui se sont dit, viens, on va parler de ça. Et ils l'ont fait, quoi. Ils l'ont super bien fait. Donc, franchement, pinailler pour des détails, pour des trucs qui auraient pu être mieux faits, je trouve que c'est quand même assez malhonnête, quoi.
Rien à foutre, c'est pas parfait, c'est pas un indispensable. Merde. Allez, n'achetez pas ça, c'est d'une merde. Non, mais plus sérieusement, oui, c'est clairement un indispensable. Enfin, ça a super bien vieilli. C'est hyper efficace, ça pose toujours des questions. Malheureusement, d'actualité, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais enfin, c'est clair, rien que sur la condition noire, je veux dire, enfin, tout ce qui s'est passé depuis un an aux États-Unis achève de nous prouver, quoi. Tout résonne d'une manière encore différente depuis ça. Et franchement, je l'ai relu. Ça faisait quand même quelques années que je l'ai plus lu. Et ça m'a vraiment choqué. Hein. J'ai utilisé le mot choqué tout à l'heure, mais je le pense vraiment. Je me suis dit, putain, quand même, ce truc, c'est tellement maintenant, quoi. Ouais. Et c'est écrit il y a 50 ans. Et puis du coup, tu te mets à la place des Afro-Américains actuellement, quoi. Tu te dis, au final, tu peux te mettre à leur place en disant, waouh, mais il n'y a pas grand-chose qui a avancé forcément depuis, quoi. Ouais, et également les jeunes qui vivent dans le meuble, dans la misère, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est des choses que plein de gens vivent actuellement en Belgique, en France, aux États-Unis, absolument partout, quoi. Enfin bref, non, voilà. On pourra en parler. On a déjà dit 15 mots, on pourra en parler 15 fois, revenir en boucle là-dessus, parce que c'est. Personnellement, ça m'impressionne vraiment à quel point c'est juste, quoi. Bon, c'est avec tout ça, on n'a pas donné envie. Non, mais c'est sûr que si vous vous intéressez non seulement à l'histoire des comics et donc à l'histoire du médium en tant que tel, et que les questions sociales peuvent quand même, et voir les super-héros surtout sur un autre jour, ça vous intéresse, clairement il faut le lire. Alors c'est sûr que c'est un volume qui est quand même assez onéreux, parce que je crois que ça doit être du 35 boules, donc... Il est 35 boules, ouais. Je sais pas qu'ils ont monté leur prix chez Urban, je sais pas si les 35 ont monté aussi. Non, les 35 n'ont pas augmenté. 35 n'ont pas monté, je ne me souviens plus. Et également pour l'essor de DC Comics, genre si vous êtes passionné par l'essor de DC et de sa continuité, quand vous le lisez, vous vous rendez compte vraiment de tout ce que ce truc a apporté, quoi. Ne serait-ce que vraiment du point de vue de l'univers d'ici. Donc ce truc a tellement été visionnaire sur un milliard de machins, c'est assez dingue. Puis ça a formé outre le duo Green Lantern Green Arrow, ça a formé le duo O'Neill Adams qui après a redéfini Batman également. Hein. Tout à fait, qui a bossé pas mal de temps sur Batman. C'est sans doute les auteurs de Batman les plus importants qui soient. Hein. Enfin, c'est eux qui sont arrivés avec un côté plus sombre, moins pulp, et un peu plus policier également. Qui après, l'année 1 de Miller, c'est une continuité logique de ça, quoi. Ouais. Ah bah clairement. Ouais. Bah écoutez messieurs, merci beaucoup pour ces échanges. C'est ça fut très sympathique. C'est un bon moment. C'est toujours bien de parler de BD. Ah bah oui, ça fait du bien. Je vais vous demander un peu avant qu'on se quitte, c'est quoi vos dernières lectures, peut-être les reviews là que vous prévoyez de faire. Non, là je me fais un petit cycle Straczynski, donc je suis sur du Rising Star, sur du Supreme Power, et puis j'ai découvert Jupiter's Legacy en comics de Miller que je connaissais pas. Donc j'ai l'impression que tu es constamment sur des moments Straczynski. Parce qu'au final, ce bon cher Straczynski a mis du temps à sortir ses Rising Star, et puis j'avais pas envie de les découvrir comme tout le monde par l'intégrale, donc je les ai pris par ce bon vieux Vinted et ces bons vieux comic books, donc voilà, avec des sorties anarchiques. Et j'ai redécouvert The 12 aussi de Straczynski là, chez Marvel. C'est vraiment pas mal aussi. Ouais. Alors The 12, c'est des héros pré-Marvel, donc qui datent de la Seconde Guerre mondiale, qui sont incorporés dans le monde post-Civil War de Marvel en 2007-2008. Donc c'était vraiment très super, j'ai bien aimé. Ouais, c'était sympa comme tout. Donc ça, j'ai sans doute le chroniquer, c'est ce que j'ai vraiment accroché. Voilà. Ok. Voilà. Et toi, et moi, ça fait un petit temps que j'ai plus de comics, je dois bien avouer, malheureusement, ce qui fait que j'ai pas fait de review. Mais je vais y remettre, donc là je vais bientôt m'acheter le tome 3 de la Doom Patrol de Morrison. Donc dès que j'ai un peu d'argent, je vais me jeter dessus comme le misère sur le monde. J'attends que ça que le Messi depuis trop longtemps, là, depuis un an, que le tome 2 est sorti il y a un an je pense. Donc, j'ai très hâte, donc bientôt je me prends ça. Donc là j'économise un petit peu. Et j'ai un copain qui s'est acheté Endless Winter, donc je vais aller le voler.
et le lire pour voir si c'est bien ou pas. J'ai pas l'impression que ce soit très bien, mais c'est pas moi qui l'ai acheté, donc tout va bien. C'est pas ouf. C'est pas Ouais, ouf. c'est ce qui me semblait, ouais. C'est pas que ce soit mauvais, mais en fait le problème c'est que ce qui est intéressant dans le comics, ça prend 5 pages dans chaque numéro, donc c'est un peu chiant. Voilà. Donc c'était un petit peu frustrant forcément. Et toi Simon du coup? Alors moi niveau lecture, du coup il y a eu Pulp, mais on va publier la review très bientôt, donc ce sera déjà publié au moment où l'épisode va sortir. Il faut que je chronique Supreme Power parce que c'est pareil, je m'étais acheté les tomes de Straczynski d'occasion, donc il faut que je me mette dessus pour faire la chronique. Puis voilà. Après, qu'est-ce que je vais dire? Il faut que je me mette. Faut absolument que je termine Arthur et Armstrong dont j'ai parlé dans le Pal Rider des GG Comics. Et puis il faut aussi que je torche le Cosmic de Abnett et Lanning. Il faut que je me fasse ça. Là, je vais avoir un peu plus de temps pour moi, donc. Ah ça c'est génial ça. C'est quoi c'est les Gardiens de la Galaxie, puis Annihilation, enfin tous les trucs qui en sont sortis. Ouais, c'est facile d'accès War of King. Si tu connais un peu les Gardiens de la Galaxie, un peu de. Je connais les films. Un peu de. Comment dire, il y a qui d'autre là-dedans? Un peu de Nova, je sais pas si tu connais un peu Nova aussi. Non. Ouais. Je testerai peut-être un jour. En fait, si tu veux appréhender le cosmique de Marvel, notamment le cosmique moderne, faut que tu lises Annihilation en fait. J'avais déjà pensé le lire parce que je sais que c'est assez populaire. Et j'aime bien le côté un peu cosmique vu que j'aime beaucoup les Avengers d'X-Men, qui est un truc, surtout dans Infinity où ils en parlent un peu. Donc j'avoue que ça me titille assez. Ouais, moi je préfère Annihilation Conquest, donc la suite d'Annihilation, je la trouve un peu plus, je trouve ça un peu plus dynamique, un peu plus mouvementé que Annihilation qui est un peu pépère. Ok. Mais c'est des trucs très très cool et après c'est un truc au long cours quoi. C'est un peu le problème avec Abnett et Lanning. Et essayer de trouver peut-être les kiosques Marvel Universe d'occasion. C'est peut-être le plus intéressant. Je chercherai donc ça. Écoutez messieurs, merci beaucoup. Merci à toi. Merci bien. Nous allons nous quitter là-dessus. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas évidemment à partager cet épisode, à nous dire ce que vous en avez pensé. À nous dire si on vous a donné envie de lire ce Green Lantern Green Arrow. Voilà, nous on aime beaucoup au sein du collectif. C'est vraiment un comics qu'on porte dans notre cœur. On n'était que 3 ce soir pour en parler, mais c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup tous et toutes dans l'équipe. Donc voilà, merci encore. Et puis on se retrouve très bientôt sur lescomics.fr. Évidemment pour de la review, du podcast et les vidéos de nos vidéastes. Allez, à ciao. Des bisous. Ciao.